Salut. Trop froid, trop humide, trop chaud, trop sec. Et quand le mercure dépasse franchement les 12 degrés en Allemagne, on peut désormais s'attendre à être aussitôt puni par une tempête de grêle ou même une tornade, comme on en voyait jusque-là seulement dans les films catastrophes américains. Le sud du continent se plaint quant à lui qu'il fait une fois de plus bien trop sec. Que l'homme soit ou non coupable, le climat de l'Europe change. C'est en tout cas ce que confirme ces Europinion. Dans le sud de l'Angleterre où je vis, la situation a radicalement changé ces dernières années. On a eu un été très chaud et l'été suivant, il a plu tout le temps. Un hiver, il a tellement plu qu'il y a eu des inondations partout. Et l'année suivante, il a fait terriblement sec. Les saisons changent. On a l'impression qu'elles se chevauchent. Il n'y a plus d'été ou d'hiver bien défini. Tout se mélange un peu. Oui, c'est assez énervant. Été ou hiver, il pleut comme vache qui pisse. Mais les problèmes que nous rencontrons dans nos régions froides et humides ne sont peut-être pas les pires. J'ai de la famille en Grèce. Ils sont agriculteurs et ils doivent faire face à une très forte érosion des sols. Ils doivent irriguer de plus en plus pendant certaines périodes et à d'autres moments, les pluies sont si fortes qu'elles emportent la terre avec elles. Les Pays-Bas, eux, risquent d'être engloutis. S'ils existent encore, c'est parce que leurs habitants luttent contre l'eau et vivent avec elle depuis des siècles. En fait, le pays tout entier est comme un immense delta. De nombreuses sources souterraines d'Europe viennent ici se jeter dans la mer. Les Néerlandais doivent sans cesse se battre contre l'eau pour sauver leur territoire. Ce sont des experts en construction de barrages et de maisons sur pilotis, et ils disent eux-mêmes devoir gérer des élévations du niveau de l'eau pouvant aller jusqu'à 6 mètres. Mais le réchauffement climatique change la donne et redistribue les atouts en faveur de l'eau. Il ne s'agit plus seulement d'empêcher la mer de grignoter le littoral, mais aussi de maîtriser les masses d'eau toujours plus importantes qui menacent l'intérieur des terres. Comment et combien de temps encore ce petit pays pourra-t-il endiguer les inondations ? Pour Dennis van Berkel et Maria Colossa, ça ne fait pas de doute, l'espace qui s'étend devant leur bureau serait depuis longtemps sous l'eau, comme beaucoup d'autres endroits d'Amsterdam, sans ce méga barrage qui, en plus des pompes, digues et canaux, protège la ville des inondations en retenant les eaux de la mer du Nord. Dans quelques centaines d'années, cette zone sera très probablement sous l'eau et ses habitants devront aller vivre ailleurs. Chaque matin, Dennis van Berkel prend le bateau-taxi pour se rendre à son bureau. Il travaille pour l'organisation écologiste Urgenda. Avocat de métier, il a porté plainte contre le gouvernement avec 900 de ses concitoyens pour manquement aux règles de protection du climat. Le procès est en cours. Maria Colossa, cinéaste germano-néerlandaise, suit la procédure et accompagne les démarches de l'ONG avec sa caméra. L'action sur la plage illustrait avec humour la politique de l'autruche pratiquée par le gouvernement, qui enfouit la tête dans le sable au lieu d'agir. Le gouvernement n'est toutefois pas totalement inactif, comme le prouvent ces jeunes ingénieurs spécialisés dans le génie côtier. C'est avec les deniers publics qu'a été créée cette lagune sur la plage de La Haye. Elle est censée endiguer les conséquences du changement climatique. Il s'agit d'un banc de sable de près de 2 km de long qui forme une péninsule arrondie à faible distance de la plage. Aussi naturel qu'il puisse paraître vu d'en haut, il est en fait créé de toutes pièces avec le sable pompé des fonds marins. Cela dit, il se déplace sans cesse sous l'action des courants, d'où le nom de cette expérience appelée Zandmotor, moteur de sable. Je crois que le moteur de sable pourrait être une solution pour beaucoup d'endroits où le niveau de la mer monte. Il suffit qu'il y ait du sable à pomper et que la situation soit similaire à celle du littoral néerlandais. Les experts en génie côtier suivent les mouvements du sable le long de la côte. Une expérience tout à fait inédite. Cette lagune artificielle est une idée du professeur Marcel Stieve. Ailleurs, pour que la mer ne repousse pas la côte, on alimente chaque année les plages avec des tonnes de sable. Pour le moment, à La Haye, cette lagune artificielle a réglé le problème.
Nous simulons 100 à 200 ans de montée des eaux. En tant que scientifiques, nous sommes très curieux de voir comment la côte va réagir. Cela nous permettra d'améliorer nos systèmes et de mieux nous protéger contre les dangers à venir. Aux yeux des écologistes d'Urgenda, le moteur de sable ne représente pas la solution pour l'avenir des Pays-Bas. Dennis van Berkel donne bénévolement des cours à l'Université d'Amsterdam pour sensibiliser les étudiants au changement climatique. Pour lui, l'élévation du niveau de la mer n'est que l'un des nombreux problèmes que le réchauffement de la planète va engendrer. Et tous ne pourront pas être résolus par une seule action ciblée sur le littoral. Les Pays-Bas feraient donc bien de commencer par réduire considérablement leurs émissions de CO2. Il y a déjà des lois qu'on pourrait utiliser pour pousser les responsables politiques à agir. Il n'est plus temps pour eux de se demander s'ils doivent aborder ces problèmes, mais comment ils doivent les aborder. Nous pensons que ne pas agir revient à violer nos droits civiques, étant donné les conséquences qu'aura le dérèglement climatique. Nous pouvons donc faire jouer la loi pour nous protéger contre les impacts de ce changement. Jusque-là, les Pays-Bas ont peu misé sur les énergies renouvelables. 4 nouvelles centrales à charbon sont prévues et l'État subventionne fortement l'industrie pétrolière. Les militants écologistes veulent attirer notre attention là-dessus pour que cette côte ait un avenir. Pour info, 97% de toutes les publications scientifiques sur le changement climatique arrivent à la même conclusion, à savoir que l'homme contribue au réchauffement planétaire. 54% des Européens s'inquiètent du changement climatique. Mathématiquement parlant, cela signifie que 46% ne sont pas tout à fait rongés d'inquiétude. Mais ça pourrait changer. Quelques chiffres. L'Europe se réchauffe, encore plus que le reste du monde. Entre 1901 et aujourd'hui, la température moyenne de notre continent a augmenté d'1 degré, contre 0,8 à l'échelle planétaire. Si l'on observe la progression du climat sur les 30 dernières années, on remarque que le réchauffement est particulièrement fort l'hiver en Suède et au Danemark, et l'été dans le bassin méditerranéen. Une tendance qui sera amenée à se poursuivre, avec des conséquences de plus en plus graves, notamment pour l'agriculture. Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, la pluviosité en Europe du Nord augmentera de 9% d'ici 2100. En Europe du Sud, en revanche, les précipitations diminueront de 12% et jusqu'à 25% l'été. Des vagues de chaleur et une sécheresse durable menacent le Portugal, le sud de l'Italie, la Grèce et la Croatie. Sans oublier l'Espagne, qui avec ses 2,2 millions d'hectares plantés d'oliviers, est le plus gros producteur d'huile d'olive au monde. D'ici quelques décennies, la péninsule ibérique pourrait également être amenée à cesser de produire des agrumes et du vin. Dans les provinces de la Rioja et de Navarre, la désertification a déjà commencé. L'Andalousie lutte elle aussi contre le manque d'eau et l'érosion des sols à la suite de plusieurs étés extrêmement chauds et secs. Les lacs de retenue ne sont plus qu'à 50% de leur capacité. Au printemps, ils devraient pourtant être pleins. Peut-on encore empêcher l'assèchement de grandes parties du territoire espagnol? Curieusement, peu de gens se posent la question. Parmi eux, ces jeunes Européens installés à la lisière du désert. La province d'Almería. Elle a constitué un décor de rêve pour le western spaghetti Il était une fois dans l'Ouest. Mais aujourd'hui, elle n'est plus qu'un cauchemar pour la végétation. Ce village s'appelle Los Molinos del Río Aguas, un nom qui évoque la belle époque où les bords de la rivière étaient encore hérissés de moulins à eau. En Espagne et notamment dans cette région, l'utilisation inadaptée des sols pour l'agriculture intensive et le réchauffement climatique entraînent que le sol n'a plus de végétation, n'a plus de plantes pour le recouvrir et il se dégrade de plus en plus. Donc on peut voir qu'il a un état vraiment très sec et qu'il a perdu sa fertilité. Ces jeunes ont décidé de combattre la sécheresse. L'équipe du Sunseed Desert Technology Center développe des méthodes pour reverdir le désert et vivre de façon plus écolo. Ils sont 35 bénévoles venus des 4 coins de l'Europe et réunis ici pour faire des expériences dans le cadre d'un projet écologique anglo-espagnol. Leur environnement de travail, des jardins bio, une pépinière et un atelier.
laboratoire de recherche est financé par l'argent que les membres versent à l'association en guise de participation aux frais. Il reste ici entre 2 semaines et 2 ans. On essaye tous d'avoir une vie plus respectueuse de l'environnement, donc on développe ici des alternatives. Par exemple, on utilise les panneaux solaires, on utilise pour cuisiner le four solaire, on a des toilettes sèches. Et donc voilà, on essaye dans toutes nos actions de penser à l'environnement. Delphine a fait des études de génie chimique. Elle est en charge de la gestion des régions arides pour 1 an. Dans la pépinière, son équipe développe des armes naturelles contre la désertification. Par exemple, en cultivant des plantes tolérant la sécheresse et des champignons pour renforcer les racines. Elle est particulièrement fière du système de fertilisation qu'elle a mis en place. Le compost, c'est peut-être la chose la plus importante parce que d'une part, on va pouvoir traiter nos déchets, donc notre caca et les déchets du traitement de l'eau. Et d'autre part, on va pouvoir obtenir un sol fertile. C'est ce sol-là qu'on n'a plus à cause de la désertification. Opération réussie. 1000 arbres et arbrisseaux ont déjà été plantés pour assurer le renouvellement de la biomasse. Sunseed collabore étroitement avec un certain nombre d'agriculteurs, d'écoles et d'universités pour diffuser ces méthodes en dehors du camp d'expérimentation. Matou est venu des Pays-Bas chercher de l'inspiration en matière de jardinage écolo. Je pense qu'il est très important de permettre à la Terre de se régénérer. En Europe, il y a un nombre croissant de régions qui deviennent de plus en plus arides. Bien sûr, on peut se dire qu'on ne fait pas grand-chose à notre petite échelle, mais si on s'y met tous, ça fera une vraie différence. Ce que j'aime ici, c'est qu'on apprend un tas de petites choses qu'on peut appliquer chez soi. Ce sont en effet des techniques faciles à mettre en œuvre. Delphine et son équipe s'en vont dans la zone aride. Il fait 30 degrés, bien qu'on ne soit encore qu'au début du printemps. Grâce à Sunseed, il y a déjà quelques touches de végétation ici et là et des systèmes d'irrigation durables destinés à terme à reverdir toute la vallée. On met en place des barrières pour contrôler l'eau. Donc quand il pleut, l'eau va pouvoir s'infiltrer derrière les barrières. Et on va essayer de la rediriger aussi vers des endroits où il y a moins d'eau sur les pentes ici. On va essayer de remettre en place une couverture végétale. Donc on va planter des arbres, des arbustes qui vont protéger le sol et qui vont permettre au sol petit à petit d'être maintenu et de se régénérer. Au camp, on expérimente des méthodes low-tech pour réduire au maximum les émissions de CO2. Le camp tout entier consomme actuellement 50 fois moins d'électricité qu'un ménage de 4 personnes. Merlin est allemand. Il fabrique des machines et est fier de sa toute dernière invention. Mixed Soya Milch, à la fois écolo et sportive. Mais il se doute bien qu'elle ne se prête pas à une production en série. La plupart des inventions viennent d'amateurs qui lancent des idées pour améliorer les choses et font le premier pas. En ce sens, l'action de Sunseed est très importante. Je ne parle pas spécialement de mon super vélo-mixeur, mais disons que ce genre de choses ouvre les yeux et l'esprit. Merlin travaille actuellement à un vélo-machine à laver et rêve de construire un village écolo. Empreinte carbone zéro pour le dîner au crépuscule, à base de fruits et légumes plantés et récoltés sur place, puis cuisinés à l'énergie solaire. Si tout ce que fait Sunseed n'est pas applicable à grande échelle, une bonne partie l'est, et l'essentiel est de montrer la voie. Enfant, Jean-Philippe rêvait déjà de travailler la terre. Petit à petit, il a appris au sein des vignobles familiaux tout ce qu'il faut savoir pour produire de bonnes bouteilles. Depuis 6 ans et demi, il est lui-même viticulteur et comme il compte bien le rester quelques décennies, il teste de nouvelles méthodes pour combattre les effets du changement climatique dans sa région natale, la Champagne-Ardenne, une contrée viticole jusque-là assez fraîche avec une température moyenne de 10 degrés. Mais le réchauffement de la planète est aussi un défi pour les viticulteurs français. Comment s'y prendre pour que le champagne continue à être produit en Champagne et non en Angleterre, comme l'annoncent déjà les pronostics les plus fatalistes? La terre parle et il faut l'écouter pour mieux retranscrire à ce qu'elle nous donne. Il ne faut pas être trop exigeant et avoir une certaine tolérance. Et qu'elle donne beaucoup ou peu, elle sait être généreuse et il faut prendre ce qu'elle nous donne de meilleur.
La famille de Jean-Philippe possède 14 hectares de vignes à Avise, en Champagne. Et pour qu'elle continue à donner de bons résultats, Jean-Philippe en prend particulièrement soin. Il revient à des méthodes de travail considérées comme dépassées, telles que le labourage à l'aide d'une charrue tirée par un cheval. Ce jeune vigneron cherche non seulement à diminuer les émissions de CO2, mais aussi à rendre la terre plus tendre qu'en la labourant avec un tracteur. Les pieds de vigne peuvent ainsi mieux respirer et la pluie mieux pénétrer dans le sol. Pour Jean-Philippe, ce sont là des méthodes d'avenir. Ce qui est vraiment intéressant du cheval, c'est que par sa posture, en fait, il peut se faufiler, même si la hauteur de la vigne est haute, en fait. Donc là, dans notre contexte, en fait, même si demain on devait s'adapter un peu plus au réchauffement climatique pour augmenter la hauteur des vignes et qu'on ne puisse plus aussi aisément travailler avec des machines, le cheval aurait vraiment sa place, en fait. Si le réchauffement climatique n'a jusque-là entraîné qu'une augmentation de température d'1% en Champagne, les conclusions d'une étude américaine ne sont pas très réjouissantes. Au moins 39% des vignobles européens auront disparu d'ici 50 ans. Et la Champagne ne sera pas épargnée. Ça peut devenir une problématique, oui. Mais la crainte, moi je ne l'ai pas parce que je fais ce qu'il faut pour y pallier. Après, c'est une prise de conscience générale à avoir. Les chercheurs européens arrivent à des conclusions nettement moins pessimistes. Ils pensent que les vignobles se déplaceront. Quoi qu'il en soit, même dans le meilleur des cas, les températures augmenteront de 4 degrés. Jean-Philippe mène des expériences dans une petite parcelle. Il veut trouver des moyens de protéger les vignes de la chaleur, car plus il fait chaud, plus la teneur en alcool et en sucre augmente. Par ce biais-là, en fait, on va avoir un ombrage supérieur sur le rang suivant qui va permettre de préserver les acides de la photodégradation. L'acidité, c'est ce qui fait l'une des identités de la Champagne. On a un terroir tempéré où les acidités sont un paramètre important pour la qualité de nos vins et l'identité de nos vins mondialement. Si le Champagne est réputé dans le monde entier, il est néanmoins possible que le changement climatique favorise à l'avenir d'autres vignobles. En Grande-Bretagne, par exemple, où de plus en plus de vignerons produisent des vins pétillants pour essayer de faire concurrence au Champagne. Les Anglais seront-ils bientôt les rois du mousseux ? Patrice Marc, viticulteur de la 12e génération, ne l'entend pas de cette oreille. Oui, d'accord, mais ça ne sera jamais tout à fait, ça sera toujours que des bulles qui ne seront pas du champagne. Alors après, nous, on s'adaptera aussi, on arrivera toujours à être mieux. Du moment qu'on a des gens qui veulent nous imiter, ça veut dire qu'on est les plus beaux, enfin les plus beaux entre parenthèses, mais on a quelque chose. On est le roi des vins mousseux, voilà. C'est nous. Contrairement aux autres vins pétillants, le champagne est le résultat d'un processus de fabrication très long et très coûteux. Le raisin doit être récolté à la main et il faut jusqu'à 3 ans pour que le vin arrive à sa complète maturité. Tout cela le rend très sensible aux variations climatiques. Patrice Marc reste malgré tout optimiste. On peut trouver des cépages qui sont un petit peu plus tardifs, qui justement auront besoin plus de soleil. Après, vous savez, quand il y a le phylloxéra, il y a tout le vignoble de l'Occident qui a été détruit, et puis il s'est reconstruit en quelques dizaines d'années. Et les vignerons, en plus, ça les a boostés, ils ont reconstruit quelque chose qui était nouveau, qui était encore mieux qu'avant. On s'adaptera, voilà, c'est tout. C'est le maître mot. Et puis on sera toujours le meilleur vin champagne du monde. Pour l'instant, le scénario catastrophe du réchauffement climatique semble encore lointain aux vieux vignerons. Mais Jean-Philippe, lui, sait que sa génération va devoir s'armer pour affronter l'avenir. Moi, je resterai avec mon pied de guerre, même si. Parce que je suis attaché à ma terre, je suis attaché à certaines valeurs et je me fais pas de soucis. Après, c'est plus la prise de conscience générale qui doit aboutir. Pour beaucoup de gens, recycler son pot de yaourt et aller à la boulangerie à vélo, voilà qui résout la question du réchauffement climatique. C'est bien gentil, mais ça ne suffira pas à sauver ni les Pays-Bas ni l'Espagne. Pour cela, il faut des idées et des inventions extraordinaires, dont certaines existent d'ailleurs déjà depuis un bon bout de temps. Les géonefs, par exemple. Ce sont des maisons construites avec de la terre et des déchets.
Non seulement elles ne nuisent pas au climat, mais elles peuvent même lui être bénéfiques. Aux États-Unis, ces formes d'habitat existent déjà depuis 40 ans. Leur inventeur, Michael Reynolds, a d'abord été un objet de risée avant d'être confronté à une franche hostilité. Il en a même perdu sa licence d'architecte. En Europe, les géonefs ou Earthships viennent d'être découvertes par les écologistes qui fondent de grands espoirs en elles. Il a atterri au fin fond de la forêt tchèque et c'est un vaisseau écolo, un Earthship. Il est là pour montrer à l'Europe comment sauver la planète. L'Earthship, ou géonef, est une maison qui semble venir d'un autre monde. Il n'a ni chauffage ni eau courante et n'est pas raccordé au réseau électrique. Tout ce dont son occupante Margarita a besoin, la maison le produit elle-même. Exemple, le toit recueille et filtre l'eau de pluie pour la rendre potable. Les plantes que Margarita fait pousser dans la serre se chargent quant à elles d'épurer les eaux usées. C'est une sorte de station d'épuration naturelle à plusieurs niveaux. Margarita exploite le cycle de l'eau de façon optimale. Je suis le consommateur direct. Ici, on s'adapte comme les indigènes s'adaptent en Amazonie ou les berbères dans le désert du Sahara. On n'est plus dans une optique de consommation, mais dans un rapport normal à la nature et une relation harmonieuse avec l'environnement. L'Earthship est constitué à 60% de matériaux que l'on peut trouver alentour. Parmi eux, hélas, beaucoup de déchets. Margarita et sa petite troupe ont collecté pendant 1 an bouteilles de verre, boîtes de conserve et pneus de voiture. C'est avec cela et la terre présente sur les lieux qu'ils ont bâti ce vaisseau terrestre. Il y a des montagnes de pneus partout. C'est affreux lorsqu'on voit ça dans la forêt ou dans la rivière en bas, à Sazava. Ça me désole. Alors, autant les ensevelir dans des fondations. D'autant plus que les pneus ont un fort pouvoir isolant. C'est ce qu'a constaté le créateur des géonefs, Michael Reynolds, un ancien hippie adepte d'architecture écolo. Citoyen des États-Unis, il a construit sa première maison dans le désert du Nouveau-Mexique en 1971. Depuis, il a fait évoluer le concept pour l'exporter dans le monde entier et en faire une franchise lucrative. Margarita a payé $50 000 pour son vaisseau-terre, sans compter le coût des matériaux, ni les petits incidents de parcours. Le courant a été mal relié par l'experte et le premier inverseur a explosé, si bien qu'il a fallu refaire tout le sol. L'air ne circulait pas parce qu'il n'y avait pas de système d'aération, l'eau ne s'écoulait pas. Reynolds dit toujours « je tire des leçons de mes erreurs ». Et moi je dis que nous tirons des leçons de ses erreurs. C'est bien aussi. 40 amateurs bénévoles ont tiré des leçons de ces erreurs. Parmi eux, Yann, qui est encore en train de bricoler, car ici, on n'est pas dans le désert américain et il faut concentrer les travaux de construction sur les 6 mois les plus secs de l'année, c'est-à-dire au printemps et en été. Yann veut construire sa propre maison de boue et de déchets pour ne plus payer de factures d'eau et d'électricité trop salées à son goût. Il vient aussi souvent que possible pour apprendre les techniques traditionnelles de construction en torchis. Il faut mettre moins d'eau dans la première couche que dans la couche finale, pour que ça tienne bien. Voilà à quoi cela ressemblera plus tard. C'est assez sombre et froid pour nous autres terriens du XXIe siècle. Et oui, si les coûts de chauffage et d'électricité sont réduits, l'écologie a tout de même un prix. Il y a malheureusement peu de gens qui comprennent cette démarche. Mes parents et beaucoup de personnes âgées ne comprennent pas. Je pense qu'il faudra du temps pour que les gens arrivent à concevoir la possibilité de vivre en accord avec la nature, sans exploiter les ressources naturelles aux dépens de l'environnement. Il y a tout de même de l'espoir pour les habitants de cette planète. Le week-end, Margarita et son mari animent des ateliers. 12 citadins passent leur samedi-dimanche ici à planifier la construction de leur propre géonef. Je crois que ça va rapprocher les jeunes de la nature. On redécouvre ici ce que nos ancêtres savaient depuis longtemps. Tout ça ne date pas d'hier.
On savait le faire il y a 100 ans. Pas besoin des nouvelles technologies pour construire ce genre de choses. Ces vaisseaux-terre faits de déchets et d'anciennes technologies seront-ils à même de sauver la planète? Qui sait? En tout cas, c'est un bon début, à en juger par ce qui se passe dans les forêts tchèques. Si ce n'est pas encore la fin du monde, c'est bien la fin de cette émission. Après toutes ces bonnes idées, une dernière petite Europinion qui nous montre à quoi la grande majorité des hommes seraient prêts à renoncer pour freiner le réchauffement climatique. Au final, c'est à chacun de nous de faire des efforts. Mais on a besoin de leaders, de gens qui nous montrent la voie. Nous allons tous devoir faire des sacrifices. Et honnêtement, je ne suis pas prête à renoncer à mon confort si personne d'autre ne fait d'efforts autour de moi. Voilà. Alors, à bas le confort, sans quoi il fera bientôt vraiment trop chaud en Europe. Salut. J'aime l'Europe, mais je dois dire qu'en ce moment, il y a un manque cruel de communication, notamment entre le nord et le sud du continent européen. Ces deux zones ne travaillent pas du tout ensemble, et je pense que ça nuit à tout le monde.